TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, le 61e sommet ordinaire de la CEDEAO tenu à Accra, au Ghana. Le chef de l'État fort Eswazimna Gnassingbé y a pris part aux côtés de ses pairs. D'importantes décisions ont été prises. On va y revenir dès le début de ce journal. Les pays du bassin de la Volta sont à Lomé pour élaborer un programme régional de gestion des écosystèmes. Le document sera un ensemble de solutions à mettre en œuvre pour lutter contre les effets du changement climatique. Et puis, c'est Zeynab Diarra, qui est la lauréate du concours national d'art oratoire au féminin. Elle a séduit le jury par sa belle maîtrise de la langue française. Voilà pour les titres. À la conférence des chefs d'État et de gouvernement, d'importantes décisions ont été prises. Le président de la République, Fort Eswazimna Gnassingbé, a participé aux côtés de ses pairs aux travaux du 61e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce dimanche à Accra, au Ghana. Les travaux ont particulièrement porté sur 3 pays, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Clarisse Aticlé. Le 61e sommet de la CEDEAO s'est penché sur les mesures de rétorsion à l'encontre du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée après la prise du pouvoir par des juntes. Le chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé, a pris une part active à ce sommet. Les dirigeants ouest-africains ont considéré que les progrès réalisés par le Mali justifient la levée des sanctions économiques, commerciales et financières contre Bamako. L'histoire retiendra également que pour y arriver, il a fallu un engagement, une diplomatie active du président de la République togolaise, Fort Eswazimna Gnassingbé. Le Mali a notamment adopté une nouvelle loi électorale et annoncé le retour à l'ordre constitutionnel pour mars 2024. Le Burkina Faso échappe de son côté aux sanctions. 2 avancées notables. 2 ans de transition au lieu de 3 ans initialement décidés par la junte au Burkina Faso et la liberté de mouvement accordée à l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. La Guinée échappe également aux sanctions. Un sursis d'1 mois lui a été accordé en raison de la nomination d'un nouveau médiateur, en l'occurrence l'ancien président béninois Thomas Yayi Boni. Ce 61e sommet de la CEDEAO a désigné comme président en exercice de la CEDEAO le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Le diplomate gambien Oumar Alieu Touré prend la présidence de la commission de la CEDEAO. Le chef de l'État, Fort Eswazimna Gnassingbé, s'est entretenu en marge de la 61e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement avec le président bissau-guinéen, actuel président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Le président de la République a également conféré avec l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Des entretiens à huis clos. Les sanctions économiques et financières contre le Mali ont été levées, décision qui soulage aussi les opérateurs économiques et commerçants au Togo. Tous saluent cette mesure prise par les dirigeants de la CEDEAO à Accra. Nous les écoutons au micro d'Alexandra Adekambi et Ulrich Amiga. Bamako va pouvoir retrouver à nouveau du souffle. L'annonce fait le tour du monde depuis 24 heures déjà. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lève ses sanctions contre le Mali. Dans cette gare routière Lomé-Bamako, pour ce commerçant, c'est un ouf de soulagement. Il y avait pas mal de souffrances endurées sur la route. D'abord, tout était vraiment élevé au Mali et on n'arrivait même pas à gérer la famille même d'abord. N'en parlons pas le marché. Et sur les routes aussi, il y avait trop de tracasseries. Dans les frontières,
pour passer, si tu n'as rien dépensé, c'est au moins 25 000. Juste les deux frontières, entre le Burkina et le Mali, ça fait 25 000. Maintenant, moi, vraiment, ça me réjouit également d'entendre que ces frontières c'est totalement ouvertes et ces sanctions ont été dégagées. Les activités vont reprendre de plus belle manière entre le Mali et les autres pays de la sous-région. Abdoul Rahim, transporteur de profession, salue l'engagement du Togo pour la cause malienne. J'attendais ça depuis longtemps, qu'ils puissent enlever ces sanctions-là, parce que ces sanctions-là n'arrangent personne. Le président togolais est resté ferme sur son point avec ce ministre des Affaires étrangères qui se met des tampons. Ce travail qu'ils sont en train de faire, en tout cas, ça peut aller. 6 mois durant, les opérateurs économiques ont été étouffés par les sanctions de l'instance sous-régionale. Impossible d'effectuer des transactions commerciales ni financières avec les États membres. Les commissionnaires en douane de la CEDEAO peuvent se frotter les mains. Sur l'import, je pense que c'est 40% de marchandises qui sont acheminées. Donc il y a 60% qui souffrent dans les ports actuellement. Franchement, nous remercions nos présidents, les présidents des États de la CEDEAO, qui ont compris l'urgence de faire quelque chose pour un pays frère. Maintenant, c'est la relance qui est très importante. Je supplierai les chefs d'État aussi de tous les pays de voir comment accompagner les opérateurs maliens en les réduisant les coûts de stationnement et de surestarie. Lever des sanctions, oui, mais le respect des engagements pris vis-à-vis de la CEDEAO par la junte malienne reste déterminant dans la résolution de la crise. Depuis presque 6 mois, l'économie du pays est épuisée par les sanctions. Alors, comment a-t-on accueilli la décision de la CEDEAO? Les politiques se prononcent. Bamako devrait sortir de l'asphyxie. L'annonce a déjà fait le tour du monde politique. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest lève ses sanctions contre le Mali. Un soulagement unanime après des mois d'embargo. Amadou Koïta, président du Parti socialiste malien, rappelle à la junte que la levée des sanctions de la CEDEAO n'est possible que grâce au respect d'engagements politiques. Nous devons aujourd'hui rassembler les Maliens, unir les Maliens, créer une dynamique inclusive pour qu'ensemble nous procédions d'abord aux réformes politiques et institutionnelles. Ces sanctions étaient terribles pour le peuple malien, surtout pour les populations. Donc, et puis ça amorcera aussi le retour du Mali dans le Conseil des Nations, la reprise des relations avec nos partenaires, avec nos voisins. Depuis janvier, le Mali vivait alors des sanctions avec le gel des avoirs dans les banques centrales de la CEDEAO. Impossible aussi d'effectuer alors des transactions commerciales ou financières avec les États membres. Une situation difficile. Seuls les produits de première nécessité et pharmaceutiques échappaient alors à l'embargo. Du côté des soutiens de la junte, la décision de l'instance ouest-africaine est accueillie avec mesure. Je me dis qu'on a perdu du temps sur quelque chose qu'on aurait pu régler il y a fort bien longtemps. Mais d'abord, je tiens à remercier nos autorités d'abord pour le travail qu'ils ont accompli et saluer aussi le peuple malien parce que jusqu'au dernier moment, ils sont restés derrière cette transition, ils y ont cru. Les dirigeants ouest-africains devraient rester attentifs à la situation politique malienne. La junte a donné des gages pour un retour des civils au pouvoir. À propos toujours du Mali, la force Barkhane quitte le pays pour le Niger. La rupture était voulue par la junte au pouvoir. Une base de Ménaka est transférée à l'armée malienne. Cela ressemble à un déménagement version XXL. Depuis que la France a décidé de retirer ses forces du Mali voisin, les conteneurs remplis de matériel militaire comme ceux-ci arrivent chaque jour par centaines sur la base aérienne de Niamey. Ici, comme à Paris, on réfute un échec en terre malienne, préférant plutôt le terme de réarticulation de la force Barkhane et d'un nouveau partenariat avec l'armée nigérienne. Pour vous le dire très clairement, la totalité de ce qui va être retiré du Mali a vocation à rentrer en France, à l'exception
de ce que le partenaire nigérien, l'état-major nigérien, souhaiterait conserver comme capacité. Un changement tactique qui illustre la nouvelle politique de l'état-major français au Sahel. Sous le commandement de Niamey, les militaires français vont désormais venir en renfort des forces armées nigériennes. Les FAN, qui tentent actuellement de consolider à la frontière malienne leur ligne de défense contre les incursions djihadistes. J'ai fait plus de 60 jours intégrés à des compagnies nigériennes et en face de moi, j'ai vu des gens aguerris, s'il faut même plus aguerris que moi par rapport aux expériences qu'ils ont eues sur le feu. L'armée nigérienne est en opération en quasi permanente. Ils ont cette problématique de terrorisme depuis maintenant plusieurs années. Ce qu'elle attend de moi, c'est des moyens supplémentaires pour aller plus vite. Des moyens supplémentaires, un support en hommes et en matériel, à l'image de ces Reapers, des drones armés de fabrication américaine qui permettent de trouver et débusquer l'ennemi dans ces zones refuges. Même si on a un outil qui est puissant, qui a une caméra qui a une définition qui est formidable, le point nécessaire à toute mission du Reaper, c'est avoir l'information, le renseignement qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans tel village ou telle vallée ou telle forêt. On peut très bien être en train de surveiller le sud d'un village et ne pas voir les exactions qui sont commises au nord du village. Dans cette quête du renseignement et pour maintenir une surveillance efficace de la frontière, les soldats nigériens peuvent désormais compter sur l'appui de Paris. Un nouveau partenariat qui fonctionne selon le commandement français à Niamey, un laboratoire de ce que pourrait devenir l'opération Barkhane dans sa nouvelle formule. Hors du Togo, toujours en bref, une fusillade a fait 5 morts et plusieurs blessés ce lundi 4 juillet lors d'un défilé organisé à Highland Park, une ville cossue au nord de Chicago, à l'occasion de la fête nationale américaine. En bref, encore un mois et demi après la nomination d'Elizabeth Borne et 2 semaines après les élections législatives, l'exécutif a procédé ce lundi à son premier remaniement ministériel, nommant un gouvernement Borne 2 chargé de mener les réformes voulues par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a donc remanié son gouvernement. Le chef de l'État s'est trouvé contraint de changer son équipe après le revers des élections législatives. En page nationale, l'autre titre de ce journal, l'environnement et le changement climatique. Nous sommes en pleine saison pluvieuse assortie d'inondations qui font des dégâts sur leur passage. Les pays du bassin de la Volta sont à Lomé pour revoir leur système d'alerte précoce et élaborer un programme régional de gestion des écosystèmes. Marie-Ange Lida. Inondations, sécheresse, réel danger pour les pays du bassin de la Volta. En quête de solutions, l'autorité du bassin de la Volta a formé plus de 200 acteurs pays. Leurs programmes d'action vont servir à l'élaboration d'un plan d'action régional. Cette formation a permis de dégager 27 idées de projets que nous avons consolidées avec d'autres acteurs. Donc aujourd'hui, il s'agit d'amender la note conceptuelle de ces projets et d'en sortir une note conceptuelle potable. Dans les projets, vous avez aussi la réalisation des infrastructures climato-intelligentes. C'est entre autres ces activités-là qui, nous pensons que, si elles sont exécutées dans les bassins de la Volta, permettent de répondre à la résilience et des écosystèmes et des communautés et de permettre à l'ensemble des acteurs du bassin de vivre, on va dire, aisément dans les bassins. Prennent part à cette réunion les experts en résilience des écosystèmes, en changement climatique et en financement. Le Togo, pays hôte, se réjouit de la tenue de cet atelier et promet accompagner l'initiative pour un rapide financement. Cette rencontre de Lomé sera suivie d'une formation des acteurs sur le système de prévention Volta-Larme. Des services écologiques. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Suite aux fortes pluies enregistrées dans le sous-bassin du Zio ces dernières semaines, le niveau d'eau observé sur les balises communautaires et dans les stations hydrométriques ont dépassé les seuils critiques. Ces seuils critiques indiquent déjà l'engorgement des nappes phréatiques
le débordement de certains bassins de rétention naturelle et aménagés, cours et plans d'eau qui pourraient occasionner des inondations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite chacun des acteurs impliqués dans la gestion des risques de catastrophe à œuvrer dans le sens de la prévention et d'alerte aux communautés exposées. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones à risque d'inondation, au sens de la responsabilité, à la prudence et à la vigilance. C'est signé le ministre général de brigade Damham Yark. À noter que l'Union des chambres régionales des métiers du Togo est partenaire à organiser une séance de travail avec les artisans togolais ce lundi. Ils ont tous ensemble échangé sur l'énergie solaire photovoltaïque. C'est pour leur permettre d'acquérir davantage de compétences en matière d'énergie renouvelable. Sandra Ziabi. Les artisans togolais approfondissent leurs connaissances en énergie solaire photovoltaïque. Une formation axée sur des modules validés par l'État togolais. Elles s'inscrivent dans la dynamique du référentiel de compétences du Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la sous-région. Aujourd'hui, pour une bonne formation des artisans, il va falloir quand même avoir des modules qui respectent effectivement les normes. Sur le plan régional et de la CEDEAO. Donc, c'est pourquoi cet atelier de validation de ces modules qui ont été effectivement arrêtés par les experts, aujourd'hui, consacre une bonne chose pour nous et est véritablement souhaité par l'Union des chambres de métiers du Togo. La contribution de ces artisans pour l'atteinte de la vision de l'électricité pour tous d'ici à 2030 passe aussi par cette formation. De cette rencontre, nous attendons la validation des modules de formation. Vraiment, d'acquérir des compétences qu'il faut. Cette formation est un élément important dans la réalisation de cet objectif. Notion de base d'électricité en système solaire photovoltaïque, son installation hors réseau, maintenance d'un système solaire hors réseau sont entre autres modules au programme. Santé et la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans la région de la Kara. Elle a été lancée vendredi à Bafilo dans le district sanitaire d'Assolé. Chaque année, depuis 2013, cette campagne est organisée par le ministère de la Santé et ses partenaires durant la période de forte transmission du paludisme pour éviter la maladie aux enfants de moins de 5 ans. Nestor Mouzou. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une stratégie additionnelle de lutte contre cette maladie. C'est une nouvelle campagne de mise en œuvre de cette stratégie pour le compte de la région de la Kara qui est ainsi lancée à travers cette rencontre à Bafilo. La chimioprévention du paludisme saisonnier consiste à l'administration intermittente de traitements complets par un médicament antipaludique au cours de la période de forte transmission du paludisme. Ce sont les enfants de 3 à 59 mois qui sont concernés par la campagne. Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est porte-à-porte. Cette stratégie porte-à-porte consiste à envoyer les agents de santé communautaire dans les ménages pour donner les médicaments. La deuxième stratégie, c'est dans les formations sanitaires. Les enfants que les parents amènent à l'hôpital où je suis peuvent profiter pour prendre les médicaments. Lorsqu'on donne le médicament à un enfant, on doit lui donner nécessairement une carte. Donc c'est la carte qui prouve que l'enfant a bien pris le médicament. La première dose est donnée par les parents devant l'agent de santé communautaire et les deux dernières doses sont données par les parents eux-mêmes le deuxième et le troisième jour. 2 médicaments combinés. Il y a 3 comprimés jaunes et un comprimé blanc. Le comprimé blanc, c'est sulfadoxine pyrimétamine et l'autre, c'est la modiakine. La réussite de la campagne dépendra de la mobilisation des populations. Et pour cela, un travail préalable a été fait par les autorités locales. Avant le lancement, nous avons tenu des réunions de sensibilisation. Nous avons invité tous les chefs cantons, les CVD, les religieux, les représentants des femmes. Nous leur avons expliqué le but de cette campagne. Nous avons aussi, dans un second temps, expliqué les dégâts que cause le paludisme, surtout la touche cible, les enfants de moins de 5 ans.
qui sont vraiment très vulnérables à cette maladie. Et après cette sensibilisation, nous avons eu des échanges avec la population. La campagne de chimio-prévention du paludisme se fera en 4 cycles, avec une durée de 3 à 4 jours par cycle au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022. 3 régions seront touchées, Kara, Centrale et Savane. Cette stratégie a commencé en 2013 dans la région de Savane. C'est en 2016 qu'elle a été étendue aux régions Kara et Centrale. À ce jour, lundi 4 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 493, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 058. Le nombre de cas actifs est de 160 et le nombre de décès est de 275. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Les femmes d'Aflao Sagbado, commune Golfe 7 et celle du marché d'Adidogomé à Sillé ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la réhabilitation rapide de la route de Ségbe. C'est à travers une caravane qui a eu pour point de chute le carrefour Sagbado. Marie-Thérèse Nabédé, Sandra Aziabi. Toutes joyeuses et fières, les femmes de la commune Golfe 7 marchent et dansent le long de la route Douane-Ségbe. Elles sont sorties massivement pour témoigner leur gratitude au chef de l'État, Fort et Sozimna Nyasingbe, pour la rénovation express de cette voie. Nous voulons manifester notre joie sur la route que notre chef de l'État nous a construite. Pourquoi? À un moment donné, tu ne peux pas emprunter la route là. C'est difficile. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la route est bien goudronnée. Quand tu veux venir dans le marché, tu vas emprunter la route avant d'arriver. Mais si la route n'est pas bonne, comment les femmes, les gens peuvent venir chez nous pour acheter? C'est pourquoi nous avons la joie, tellement la joie de dire merci à notre président de la République. Il n'a pas oublié Golfe 7. Il n'a pas oublié les femmes du marché d'Adidogomé. L'ouvrage va contribuer au développement socio-économique de la commune Golfe 7. Les femmes d'Aplao Gakli ont saisi l'occasion pour témoigner leur compassion aux familles des victimes de l'accident de Bakor et prier pour le repos de leur âme. En ce qui concerne le projet Destination Togo, eh bien, les promoteurs sont allumés pour de nouvelles perspectives. Cette initiative a permis à certains artistes togolais de s'illustrer en France, de faire montre de leur talent. Chazina Mbaga nous en dit plus. Destination Togo. L'idée a germé il y a seulement 6 mois. En un semestre, les actions menées dans l'exécution de ce projet de promotion des arts, de la culture et du tourisme sont allées au-delà des attentes. Plusieurs artistes togolais sont allés en France où ils ont peint une fresque au Street Art City. Une peinture permanente de 60 mètres dans un local de 300 mètres carrés est vue par 10 000 visiteurs par mois. Cette fresque, elle exprime plusieurs choses. Il y a un endroit où Marie a exprimé toute la valeur de la femme. Il y a un endroit où Beaux-Arts a parlé de la culture du Nord, des évalades. Un autre endroit où Action a parlé de ses rêves d'enfant. Et Imelda, c'est un bas-relief. Et donc, partout, ça a été la valorisation de la culture et de la femme et de la féminité togolaise. Moi, j'ai exprimé la valeur de la femme battante qui sont ces Togolaises, que je suis d'ailleurs, au Togo, qui sont dans les marchés, qui sont dans les villages, dans les champs et tout. J'ai eu à exprimer cette valeur-là à travers le visage d'une femme amazone. La conférence de presse, c'est aussi les perspectives et projets futurs de Destination Togo expliqués aux journalistes. Je voudrais parler simplement du projet avec le 2e groupe mondial d'hôtellerie qui veut vraiment investir au Togo et qui cherche que les portes s'ouvrent pour qu'ils viennent faire des hôtels 3 étoiles de marque Campanile au Togo.
on peut relever le défi au Togo et faire le premier Street Art City. Le projet Street Art City qui sera répliqué au Togo, ici Dieu levé et à Agbolvé, ce sera un centre touristique où tous ceux qui sont mordus d'art viendront apprécier ce que font les enfants et évidemment ce sera payant. C'est vraiment une démarche qui forcément va réveiller en nos enfants ceux qui ont déjà des talents cachés. Destination Togo ambitionne de faire prester dans les prochains mois Fally Ipupa et Koffi Olomide à Lomé et Akara afin de donner de la visibilité aux jeunes talents de la musique togolaise. À travers le HCTE, le promoteur veut inviter la diaspora togolaise en France à venir investir au Togo. Autant d'initiatives saluées par le directeur des arts et de la culture en ce sens qu'elles s'intègrent dans la vision du gouvernement qui positionne le Togo comme une destination privilégiée dans la sous-région ouest africaine. Un dernier hommage a été rendu aux gendarmes tués à coups de poignard le 2 juin dernier au Grand Marché de Lomé. Une disparition qui a attristé tout le pays. À Palimé, sa hiérarchie et ses frères d'armes ont salué sa bravoure et le service rendu à la nation. Sylvain Abdou. À l'escadron de Palimé, l'exposition de la dépouille mortelle, celle du gendarme poignardé au Grand Marché de Lomé au moment où il était en plein service. Cette disparition brutale a beaucoup affecté les forces armées togolaises qui lui rendent ici un dernier hommage, et ceci à travers ce cérémonial. Gendarme adjoint Tchanakou et Sohanam Tchanawe, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous vous faisons à titre posthume chevalier de l'ordre du Mono. Cette cérémonie d'hommage a été présidée par le colonel Tchakondo Abdourahmani, représentant le directeur général de la gendarmerie nationale. Il a salué la bravoure et la détermination de l'illustre disparu qui a fait son entrée dans les FAT le 1er août 2018. Occasion également d'exprimer la compassion du chef de l'État à la famille. Veuillez trouver en cet hommage les compassions renouvelées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, du général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, et de l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale. Quant à toi, gendarme Tchanakou, qui a rejoint dans l'éternité d'autres frères d'armes qui ont servi notre cher pays, le Togo, jusqu'au sacrifice suprême, nous ne t'oublierons jamais. À 30 ans, Tchanakou et Sohanam Tchanawe s'en est allé, laissant derrière lui 3 orphelins. Après ce cérémonial, sa dépouille a été confiée à la famille éplorée qui a procédé ce samedi 2 juillet à son inhumation dans l'intimité familiale à Kbélé à Qatar. Un peu plus léger maintenant, le premier prix du concours national d'art oratoire au féminin a été raflé par Zeynab Diara, étudiante en master à l'EAMO. Elle a conquis le jury par son éloquence, son savoir-faire et son savoir-être. Rien à dire, impeccable selon le jury. Retour sur cette soirée pleine d'émotions avec Ulrich Amiga. Grande émotion, expression d'un devoir accompli, des mois d'efforts couronnés pour Zeynab. Il faut dire que cela n'a pas été facile. Il a fallu des travaux acharnés pour arriver à ces résultats escomptés. En duel, comme en plaidoirie, la jeune étudiante en master à l'EAMO a su se démarquer dans un combat serré où nulle n'était partie gagnante. Le féminisme n'est pas égalité des sexes, mais un moyen de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le féminisme n'est pas du favoritisme, mais un mouvement qui nourrit le leadership féminin. 8 minutes en tout pour introduire, développer et conclure sur des thématiques aussi évocatrices les unes que les autres. L'entrepreneuriat, l'excellence et le leadership féminin. N'attendons pas notre place, créons
relevons-nous, quel inféministe qui régnait de ses cendres. Je ne prends pas le débat du côté de la forme, parce que tout le monde voit la forme. Donc pour créer la différence et marquer les esprits, il faut aller dans le fond, parce que l'art oratoire n'est pas superficiel, mais il faut le faire en profondeur. Pendant près de 3 heures de temps au lutrin, 14 candidates ont su tenir en haleine le public. Éloquence, expression, qualité argumentative et prestance étaient au rendez-vous. Il est grand temps d'arrêter de casser le thermomètre et de soigner plutôt la vieille. Chère sœur, fille hier, femme aujourd'hui et mère demain. Sache que le mariage n'est pas une carrière et l'homme n'est pas une banque. J'ai été particulièrement ému à voir des jeunes filles qui forcément ne sont pas habituées à prendre la parole en public, à le prendre, à l'assumer et à nous émerveiller. Donc je suis conquis, je suis séduit et je suis d'accord. Amener la jeune fille à se tailler une place dans une société à forte concurrence. Tout le mobile est là pour ce concours national d'art oratoire au féminin. Dans le fond et la forme, tout a été, disons, impeccable, puisque c'était une formation déjà qu'on a eu à faire avec elles. Et elles aussi, elles nous ont proposé des thématiques. Et des thématiques qui ont été revisitées. Nous allons toujours suivre ces lauréates-là. L'édition 3 de ce concours décerne un tableau d'honneur à titre posthume à Elom Julie Koudi, finaliste de l'édition 2, partie dans la fleur de l'âge. Sport, football, les championnats scolaires et universitaires 2021-2022 au Togo, c'est fini. Dans la catégorie des moins de 15 garçons, le lycée d'Atitogon est sacré champion après sa nette victoire 3-0 au détriment du CEG Atiegou. Aflim Johnson. Politiques et sportifs côte à côte, la finale des championnats scolaires et universitaires 2021-2022 a réussi le coup. Du beau monde, des grands jours, gratifié d'une partie attrayante entre le CEG Atiegou et le lycée Atitogon. Les joueurs d'Atitogon sont les premiers à allumer les mèches, des alertes qui font frémir l'arrière-garde d'Atiegou. Une domination bleue rapidement concrétisée à la 13e minute par l'ouverture du score, pas suffisant pour replier. Atitogon continue de manœuvrer son adversaire, mais manque d'aggraver la marque. Les Loméens, eux non plus, ne sont pas prêts de rétablir l'équilibre. Le tableau d'affichage reste donc figé à 1-0 en faveur des joueurs du Bamono. Le lycée Atitogon, toujours menaçant en seconde période, étouffe son adversaire dans les 5 dernières minutes en inscrivant 2 buts coup sur coup, donnant plus d'éclat à son succès. Plus de 300 établissements scolaires, 22 facultés et écoles des universités en compétition depuis le 25 novembre au comité d'organisation. Ces chiffres inspirent un satisfait. Très satisfait du spectacle. Le spectacle a été à la hauteur. Ce que nous voulons, nous l'avons vu sur le terrain. Ce que nous voulons dans les tribunes également, nous avons pu le constater parce qu'il y a beaucoup d'administrateurs de centres. Nous avons mis en place depuis les finales préfectorales des comités de détection. Depuis les inspections préfectorales, des comités de détection ont été mis en place. Au niveau régional également, nous avions mis en place des comités de détection. Il a été mis en place un comité de détection sur le plan national. Il y aura un regroupement des talents qui ont été détectés pour finir et sortir une équipe nationale U15 au niveau des scolaires. Et les championnats scolaires et universitaires 2021-2022 entrèrent dans les archives après que le comité d'organisation a déversé une avalanche de récompenses sur les acteurs vaincus comme vainqueurs au niveau des universités, vice-champions et champions féminins et masculins chez les scolaires, ainsi que les meilleurs dans les épreuves athlétiques, le tout sur un ton très festif. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. À suivre à partir de 20h, le match Burundi-Botswana. L'édition de nuit sera présentée par Yata Aratem. Très belle soirée à vous.